Bonsoir, bonsoir mes amis. Nous sommes ici pour une deuxième journée d'Amour Sacré. Je suis aujourd'hui avec Mina Gol. Bonjour Mina. Bonjour Anna, bonjour à toutes et tous. Qui va nous parler de comment passer de la relation blessée jusqu'à la relation consciente, lumineuse, pardon. Et avant que Mina commence à parler, j'aimerais déjà vous remercier parce que nous avons reçu tellement depuis hier des petits messages par téléphone, par Facebook, etc. Des gens qui nous remercient parce qu'ils sont touchés par cette semaine. Des gens aussi qui se préoccupent pour mon bleu. Qu'est-ce c'est ça? C'est un porte. C'est rien du tout. C'est un porte qui m'a arrêté en plein vol. Et aussi, ce qui me touche spécialement, c'est toutes les personnes qui me disent que ça les aide, que c'était vraiment un sujet qui, surtout la façon que nous sommes en train de le traiter, qu'ils avaient envie et besoin de travailler. Donc, merci. Je vais voir, Bina, oui, il y a déjà des gens qui sont connectés. Alors, qui est Mina Gol? Mina se définit comme une éveilleuse de joie. J'aime beaucoup ça, Mina. Psychothérapeute en gestalt et analyse jungienne, experte en mémoire cellulaire et en résilience. Tu es une grande résilience. Tu nous as partagé vraiment un moment de grâce. Nous avons vécu avec toi un moment de grâce lors de la semaine de la résilience. Je me rappelle encore avec d'émotions. Et elle est aussi une experte en relations conscientes, conférencière, formatrice. Elle permet aux femmes de retrouver leur pouvoir et surtout, c'est une femme de cœur. Et je te remercie, Mina, pour être ici ce soir pour nous parler de la relation blessée. Partons de la relation blessée pour aller jusqu'à la relation lumineuse. Et moi, j'aime bien commencer ces interviews avec la connexion de chaque expert, chaque intervenant à son propre histoire, parce que je suis sûre que derrière chaque sujet, il y a une histoire. Ce n'est pas pour rien que ce soir, tu as décidé de nous parler de ce parcours initiatique qui est la relation du couple. Quelle est l'histoire pour toi derrière ce parcours, de la relation blessée jusqu'à la relation lumineuse? Tu veux dire quoi, mon histoire ou l'histoire? Oui, ton histoire. Oui. Moi, j'ai vécu des relations très, très passionnelles, deux en tout cas, très, très intenses, qui m'ont beaucoup apporté au début parce que, tu vois, comme c'est, on se fond dans l'autre, on se perd aussi dans l'autre, mais on ne se rend pas forcément compte tout de suite. Hein. Et puis, la première histoire, c'est mal terminé parce que à un moment donné, quand tu te fonds comme ça, quand tu te perds, quand tu t'oublies, quand tu divorces de partie de toi-même, bah, tu t'étouffes. À un moment donné, comme tu t'étouffes, bah, tu commences à avoir envie de prendre plus d'espace. Et à ce moment-là, la règle de départ, l'équilibre du départ, qui était j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, c'est magnifique, on fusionne, bah, cette règle de départ, elle a commencé à ne plus aller. Il y a toujours un des deux, à un moment donné, qui a envie de respirer. Bon, il se trouve que ça a été moi qui ai eu ce besoin de respirer. Et bah, moi, ça s'est mal terminé parce que mon compagnon n'a pas supporté que je m'éloigne, que je prenne une forme d'ampleur, ce qui ne voulait pas dire que je ne l'aimais plus. Tu vois, c'est ça. Et il faut saisir une chose, c'est que dans un couple, quand parfois il y en a un des deux qui a besoin d'un petit peu de reprendre plus sa place en fait. Hein. Et il se passe quelque chose, c'est que ça crée un déséquilibre, mais c'est pas pour autant qu'on n'aime pas l'autre. Ça peut être même aimer l'autre encore plus que de vouloir sortir d'une forme de névrose, parce que quand même, un âge, je sais pas, ça commence là, hein, mais beaucoup de relations, et notamment des relations de couple, sont des relations de névrose. Parce que blessures qui se rencontrent. Ouais.
Et oui, et c'est grâce à ces névroses qu'on est là ce soir finalement. C'est parce que beaucoup de gens vivent ces névroses qui sont entretenues aussi culturellement, hein, que l'amour, la relation, c'est on ne fait plus qu'un. Sans toi, je ne suis plus rien. Hein, et puis un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Lamartine, si tu t'éloignes, je meurs. Enfin, tous ces clichés qu'on peut voir dans les films, les grands films d'amour. Enfin, on appelle ça un film d'amour. Moi, j'ai envie de dire que ce qu'on nous présente comme des histoires d'amour sont des histoires de non-amour. Et que comme on n'est pas en amour de soi, on va aller chercher chez l'autre cette partie d'amour qu'on croit qui nous manque. Et évidemment, on devient dépendant, on devient malade, hein, de l'absence de l'autre. Et ça peut aller jusqu'à la mort, ça peut aller jusqu'au suicide, ça peut aller. Et j'ai vécu une partie de ce drame passionnel, voilà, qui m'a vraiment, je dirais, qui m'a secouée dans tous les sens du terme et qui m'a amené à faire plusieurs chemins de résilience, on en parlait l'autre fois, mais notamment qui a commencé quand mon deuil a commencé à se transformer. Eh bien, le grand sujet pour moi, ça a été la relation. Qu'est-ce qui m'a fait, moi, qui suis quelqu'un de joyeux à la base, je le sais, je l'ai toujours su, de vivant, de très vivante. Qu'est-ce qui m'a fait me mettre en fait en relation, dans une relation qui, au bout du compte, était vraiment une relation de manque, de névrose, d'attachement, de violence par moment, alors qu'il y avait une véritable ouverture du cœur au départ, hein, qu'il y avait vraiment quelque chose de grand, de beau au départ. Hein. Et donc, moi, je remercie finalement d'avoir vécu quelque chose de difficile dans le sens de la relation, parce que ça m'a obligée d'explorer ça. Hein, parce que sinon, je pense que j'aurais reproduit, et j'ai reproduit au début, quand j'ai commencé à relationner de nouveau, mais j'ai mis du temps. Hein. Parce Oui. que ce que les gens qui n'étaient pas au moment du sommet de la résilience te racontaient que ton mari, il a mis fin à ses jours. Oui, exact, parce que j'avais demandé le divorce. Parce que, justement, oui, parce que je voulais mettre fin à cette relation. Et je le faisais, c'était pas, tu sais, c'était pas dans la haine de l'autre. Parce que parfois, on peut avoir de la haine pour le. C'est pas du tout. J'avais toujours cet amour, hein, pour cet homme qui m'a. Je l'ai rencontré très jeune, j'ai rencontré à 18 ans. Hein, et j'avais qu'une envie, c'est d'être libre, de sortir de l'emprise familiale. Et pour moi, c'était merveilleux. C'est ça que je voudrais dire, c'est que c'était merveilleux de vivre cette relation où tout d'un coup, je vivais avec quelqu'un qui m'accueillait, qui me donnait tellement d'amour. Enfin, je croyais, parce que j'ai changé d'optique, c'est que c'est pas qu'il me donnait de l'amour, c'est que j'ai ouvert mon cœur grâce à cet amour et que j'ai été remplie de l'énergie de l'amour. Mais la grande erreur, c'est de croire que c'est l'autre qui nous donne ça. Et nous étions tous les deux dans cette erreur de penser que si je suis heureux, si je me sens aimé, c'est parce que tu es là, et réciproquement dans les deux cas. Et qu'est-ce qui a fait la différence et qu'est-ce qui a fait le changement? C'est que je travaillais en pédopsychiatrie et qu'il était demandé un travail analytique sur soi, etc. Et donc, j'ai commencé à faire tout un cheminement. Et là, j'ai commencé à voir qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales, qui étaient un peu pathologiques dans la relation. Quand je dis pathologique, c'est pas que c'est malade. Je dirais que presque toutes les relations sont pathologiques que je vois autour de moi. C'est simplement que avant, je ne le voyais pas, j'étais aveugle, j'étais aveuglée, on était chacun aveuglé. Et dans ce début d'exploration intérieure, là, j'ai commencé à percevoir que c'était pas sain d'être comme ça dans cette fusion totale, et puis qu'il y avait une partie de moi créative qui n'arrivait pas à s'exprimer. C'est-à-dire, j'avais besoin d'être moi-même aussi. Ça n'empêchait pas l'autre d'être lui-même et que la relation se transforme avec ces changements qui s'opéraient en moi. Sauf que ce qui m'est arrivé, c'est ce qui arrive souvent dans les couples, parce que j'ai accompagné beaucoup de couples et j'ai entendu, hein, c'est que, en l'occurrence, mon mari,
ne supportait pas que je ne sois plus la même personne qu'il avait connue quand j'avais 18 ans. Ça, c'était 7 ans plus tard que ça a commencé à se modifier. C'est-à-dire que je dirais la jeune fille de 18 ans, ben, c'était pas la même personne qu'à 25 ans, où je commençais vraiment à prendre ma maturité, une certaine guérison aussi de mes histoires personnelles. Et donc, automatiquement, à un moment donné, il y a eu une séparation qui s'est fait doucement, en fait, mais en tout cas, surtout de moi. Et si l'autre ne fait pas un chemin, parce que ce qui peut être magnifique et ce qui doit être, à mon sens, c'est pour ça que je partage ce soir, c'est que c'est normal que ça se passe, ça, parce que on se rencontre, on a une certaine évolution, et puis on avance dans la vie, des expériences, le travail sur soi éventuellement, donc moi c'est ce que je faisais, va faire qu'à un moment donné, ce n'est plus les deux mêmes personnes qui sont là en relation. Mais c'est magnifique en même temps, parce que à chaque instant, on peut recréer une nouvelle relation avec les aspects de nous qu'on a réveillés justement. Et moi, j'aspirais tellement à ça. C'était ça que j'avais envie. J'avais envie que ma transformation, elle puisse nourrir le couple. Sauf qu'on ne peut pas interférer sur le choix de l'autre. L'autre, en l'occurrence mon mari, lui n'avait pas envie de changement. En fait, pour moi, une relation qui va grandir, exploser et donner son parfum au monde, c'est une relation qui est prête à être mise en cause chaque jour. Parce qu'à chaque jour, nous mourons à nous-mêmes pour renaître à autre chose. Et on ne peut pas continuer de vivre sur une illusion d'une histoire qui n'est plus la même. Et en fait, moi, ça a déclenché dans mon couple beaucoup de frustration de la part de mon mari et puis des moments de violence. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. Et j'ai attendu pendant plusieurs années parce que ça me faisait peur. Il faisait du chantage au suicide. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça parce que j'ai reçu beaucoup de messages de personnes juste après quand les personnes ont vu le thème, tu sais, voilà, et ça a commencé déjà le travail chez les gens, c'est que j'ai reçu des messages de personnes qui me disaient, mais là, je ne sais pas quoi faire, mon mari veut se suicider, il fait du chantage au suicide, et évidemment, je sais ce que c'est, je connais ça à l'intérieur, et je sais l'angoisse que ça crée quand quelqu'un va mettre sa vie en jeu pour récupérer l'autre. Ça, je pense que c'est la plus grande des violences. Hein. Et quelque part, malgré ça, j'ai mis du temps, mais j'ai quand même demandé le divorce parce que je voulais pas que mes enfants vivent dans la violence. J'avais un tel amour pour mes enfants, un tel désir d'épanouissement, d'expansion, et que je ne voulais pas. Et c'est ça qui a créé mon choix, parce que je pense que peut-être si j'avais pas eu si j'avais pas eu cette relation d'amour avec eux, peut-être que je n'aurais pas eu le courage de prendre le risque qu'ils passent à l'acte. Et en fait, j'ai demandé le divorce, j'ai choisi de partir avec mes enfants. Et néanmoins, eh bien, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que il s'est suicidé avec eux, la maison a brûlé. Donc voilà. Alors, je suis pas là pour parler des détails de tout ce que ça a créé après, mais c'est clair que une partie de moi, elle est morte dans cette expérience, hein, c'est-à-dire une partie de mon identité, voilà. Et en même temps, ça a créé quelque chose où, comme je n'avais plus rien à perdre, j'ai choisi d'explorer le monde, la vie, la mort, la vivance aussi qui est en nous, la joie, sur tous ces aspects. J'ai accepté de sombrer par moments dans des endroits qui étaient très, très douloureux. Mais ce qui s'est passé, c'est que toujours est venu en moi comment faire qu'une histoire comme celle-là ne se reproduise plus. Qu'est-ce qui même est possible? Comment est-ce que c'est possible qu'on soit dans une histoire d'amour magnifique, parce que il y a des fois des personnes qui se mettent ensemble parce qu'elles s'ennuient ou qu'elles sont en manque d'une relation. Mais moi, il y avait vraiment une très, 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 très grande ouverture des cœurs, je dirais. Voilà. Et donc, ça m'a permis de faire un cheminement de plus de 10 ans, et certainement encore maintenant d'ailleurs, pour aller regarder quelle était ma part là-dedans.
Parce que bien sûr, c'est facile quand on vit des histoires dramatiques ou moins dramatiques que ça, mais il y a souvent des histoires tellement névrosées dans les couples. C'est toujours facile de se mettre en position de victime, de dire oui, j'ai tellement pourtant ouvert mon cœur et puis j'ai fait tellement de choses pour que tout ça se transforme et puis finalement c'est terrible, on m'accuse parce que des fois il y a beaucoup d'accusations aussi dans les séparations, il y a beaucoup de pouf, il y a aussi des clans qui se font parce que il y a des dégâts collatéraux, hein, il y a aussi les amis, la famille qui prend parti, qui donne son avis. Ah bon, hein, on n'est pas tout seul dans une relation à deux, hein, en fait. Hein. Et en tout cas, pour moi, c'était clair que je savais au fond de moi qu'il y avait quelque part quelque chose de moi, de blessé, qui avait alimenté ça et qui avait fait que j'avais été attirée aussi par une personne qui potentiellement était dans un besoin de fusion autant que moi finalement. Et ça m'a amené à faire du tantra. J'ai découvert beaucoup de choses à travers le tantra. J'ai suivi une formation de tantra. J'ai fait beaucoup d'expériences de thérapie de couple, etc. Pour vraiment me rendre compte que jusqu'à présent, l'idée que j'avais du couple, c'était l'idée que beaucoup de gens ont d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, grâce à des romans, grâce à des films, etc. Et que ça, c'est complètement névrosé. Et que ce besoin de la rencontre de l'autre, si l'autre n'est pas là, je suis fichu, c'est quelque chose qui est un énorme mensonge sur cette planète et qui amène les gens à se perdre, à se couper leurs ailes pour pouvoir créer des relations en se composant un personnage pour être accepté de l'autre. Et pour moi, c'est là que vient vraiment aussi, enfin, pour moi, il y a plusieurs sources, mais ce que j'ai vraiment découvert dans tout ça, c'est que aujourd'hui, je me dis, mais jamais je pourrais accepter qu'une relation dure si longtemps dans de la violence, par exemple. Mais qu'est-ce qui a créé ça? Et je te disais juste avant que c'est certainement un thème qui va revenir pendant ces 14 jours, mais c'est le non-amour de soi-même. Et j'ai envie de dire que tout mon cheminement jusqu'à aujourd'hui, c'est de découvrir que je suis quelqu'un qui vaut la peine d'être aimé. Et que c'est plus que ça, c'est plus que valoir la peine d'être aimé. C'est que c'est carrément notre droit de naissance. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas ne pas être aimé. Nous sommes des êtres merveilleux. Un enfant qui naît sur Terre, ben c'est une conscience dans un corps et on devrait s'incliner devant tout être vivant et le voir comme une manifestation de la vie sous une forme, des formes différentes. Et nous n'avons pas à mériter d'être aimés. Et c'est sûr que si je remonte au début de mon histoire, mais quand je vois les histoires des autres, c'est presque pareil, c'est qu'au bout d'un moment, on se sent, il y a beaucoup de jugements qui viennent, je dirais, nous casser dans notre capacité de reconnaître que nous avons de la valeur, aussi bien dans le milieu familial, qui eux aussi ont vécu les mêmes choses. Hein. Moi, à l'heure actuelle, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de coupable. Il y a juste nous sommes encore des enfants en train de nous éveiller à la grandeur de ce que nous sommes en tant qu'humanité. Nous sommes au début. Et le début, pour moi, de la vraie transformation, c'est de devenir conscient. C'est de devenir conscient de ce qui se joue, de devenir conscient que je suis aussi habitée par des personnages qui me disent à l'oreille, mais ça va pas, mais tu es moche, mais tu as vu comment tu es, mais tu seras jamais aimé. Et puis on entend à l'école aussi, il y a des choses parce que et ça c'est des mémoires, hein, je parlais de mémoire cellulaire, mais on porte en nous des histoires qui sont pas nos histoires. Et depuis le début de l'humanité, hein, il y a eu tellement de violence et d'amour. Alors, les plus grandes histoires d'amour, c'est Roméo et Juliette, ça finit mal. Titanic, ça finit mal. Enfin bon, c'est comme si dans l'inconscient des gens, dans le subconscient des gens, une histoire d'amour, ça doit automatiquement être passionnel et dramatique. Et ça, on s'en rend pas compte, mais c'est inscrit au plus profond de nous. Et nous avons à nous libérer de ça. Parce que quelque part, ce que je sais aujourd'hui, mais c'est 30 ans plus tard, c'est que
la plus grande des histoires d'amour, c'est celle que je dois avoir avec moi. C'est-à-dire de me voir le matin dans le miroir et de me dire ouais, je t'aime, merci d'être là dans ma vie. C'est-à-dire la plus grande histoire d'amour, elle ne peut exister que sur un socle de gratitude. La gratitude, pour moi, c'est la véritable ouverture du cœur. La gratitude, c'est un débordement. Hein, on est là et quand on est dans la gratitude, on a envie de prendre tout le monde dans ses bras, y compris l'être chéri, mais tous les êtres. Hein, voilà. Et quand on est dans l'exclusivité d'une relation, parce qu'on croit que l'autre va venir guérir mes blessures, c'est-à-dire ma blessure de mal-amour, de non-amour, que l'autre, il va pouvoir me renarcissiser là où il y a des failles narcissiques, on se met dans une dépendance, on devient des mendiants de l'amour. Et moi, j'étais une mendiante de l'amour, mais je ne m'en rendais pas compte parce que ça paraissait tellement normal d'être comme ça au regard du système, au regard de la société. Si j'avais pas été une mendiante d'amour, mais la première fois où mon mari m'a menacée, parce que je changeais, parce que j'osais être moi, plus lumineuse, plus voilà, plus de tout, j'aurais carrément dû me rendre compte que ça n'allait pas et même partir si vraiment il n'y a rien qui changeait. Et en fait, je n'ai pas vu, et c'est ça le truc des relations blessées, c'est qu'on ne voit pas que c'est anormal. Voilà, on ne se rend pas compte parce que c'est quelque chose qui fait tellement partie comment dire, de tous ces films, de toutes ces histoires qu'on se fait sur les relations, qu'à aucun moment on a envie de remettre ça en cause. Et Mina, est-ce que c'est aussi parce que, d'une certaine façon, nous l'avons déjà vécu dans notre enfance. Si on répète la violence, c'est parce que peut-être on a vécu la violence dans son enfance. Mais c'est clair, et c'est dans ce sens-là que on je ne peut pas la disais. repérer parce que c'est comme ça. Et parce qu'elle est inscrite en nous. Et c'est ça, et c'est pour ça que je te parlais des inscriptions d'histoires qui sont pas les nôtres, de mémoire, etc. Parce que non seulement on va grandir avec l'invalidation ou la violence, puisqu'il n'y a pas que de la violence physique, hein, de ce dont je parlais, tu vas jamais y arriver, t'es moche, fais ci, fais ça, c'est quelque part, c'est un abus. En fait, ça fait partie des abus. On abuse un enfant quand on lui fait croire que maman va plus l'aimer, hein, si il ne fait pas ceci ou cela. C'est le premier des abus, hein, parce qu'un enfant, il est vulnérable et il a tellement besoin de cet amour pour se construire, exister. Hein. Mais comme tu disais aussi, c'est que si les parents sont déjà dans une violence affective, ils s'en rendent pas compte, mais c'est parce qu'ils l'ont vécu aussi. Donc c'est une chaîne sans fin. En fait, c'est une chaîne sans fin et c'est pour ça que très rapidement, depuis déjà plusieurs années, je me suis intéressée aux mémoires cellulaires, c'est-à-dire à toutes ces empreintes qui sont inscrites en nous, dans notre ADN en fait, et qui sont des circuits neuronaux déjà tracés de comportements, de réactions déjà toutes codifiées dans la façon dont on va relationner. Hein, si tu prends les femmes depuis la nuit des temps, elles ont vécu énormément de viols, les hommes aussi, hein, mais je parle notamment des femmes qui ont été violées, qui ont été abusées, qui ont été soumises, etc. Eh ben, il a fallu quand même des siècles pour que les femmes commencent à se rendre compte que c'est pas normal. Parce que quelque part, moi j'ai vu dernièrement cette image, je ne sais pas si tu l'as vue, je l'ai postée sur Facebook, en 1947, je crois, il y a une photo de femmes qui sont à genoux devant leur mari et qui leur demandent pardon à Noël, c'est un rituel, pour tout ce qu'elles ont fait. Hein, je ne sais même pas si elles savent ce qu'elles ont fait de mal d'ailleurs, mais enfin voilà, ça faisait partie des choses qu'on leur demandait de faire et qu'elles faisaient parce que c'était culturellement écrit comme ça. Donc, il y a eu beaucoup d'empreintes en nous de dévalorisation, de dépréciation, beaucoup d'empreintes qu'il faut faire beaucoup de choses pour être aimé. Et c'est là qu'on commence à créer des personnages. Et c'est là où aussi il va se poser une problématique. En tout cas, moi, je l'ai décodé dans mes 2 relations importantes. Hein, c'est que sans peut-être l'analyser intellectuellement, mais on va se créer un personnage en disant voilà, moi je suis comme ça, on se montre comme ça à l'autre, et j'accepte que tu sois comme tu es,
Mais si on reste sur ces deux facettes-là, c'est-à-dire que on est rassuré, on sait comment l'autre va se comporter, on sait comment soi on doit se comporter, puis on crée une espèce d'équilibre très fictif finalement sur un personnage. Mais en fait, des personnages, on en a des milliers en soi. Hein. Et on n'a pas que la facette qu'on montre, il y en a d'autres de facettes. Et ce qui va se passer, c'est que quand on commence à montrer une nouvelle facette de soi, même si c'est une belle facette d'ailleurs, même si c'est quelque chose qui nous montre on a évolué, ça crée un déséquilibre dans le couple. Et si si le partenaire ou la partenaire n'est pas prêt à regarder que l'autre finalement n'est pas uniquement la personne qu'il a choisie ou qu'il a rencontrée ou qu'il a épousée, eh bien, soit il s'ouvre à toutes ces autres facettes et il les accueille, je dirais, sans jugement, hein. Mais du coup, l'autre en face peut aussi accueillir les autres facettes sans jugement. Et ça, c'est le début de baisser nos masques et de baisser nos barrières et d'aller dans ce qu'on appelle la vulnérabilité, de oser se montrer tel qu'on est. Parce que si on est rentré dans une relation où l'autre nous aime par exemple, que pour le physique, c'est-à-dire c'est du désir essentiellement, à un moment donné, ça va pas être possible. Parce que tous, que nous, hommes ou femmes, ce que nous voulons, c'est être aimés totalement dans tous nos aspects. Et même être aimés dans les aspects qu'on considère imparfaits. Encore qu'on se demande ce que ça veut dire imparfait. Nous sommes juste des êtres humains en train d'apprendre à marcher sur Terre. Et donc, le traumatisme, c'est de devoir cacher des facettes de soi. C'est comme si on se coupait des ailes, c'est comme si on coupait nos ailes, et donc d'être obligé de correspondre à quelque chose pour que la relation fonctionne. Et à un moment donné, ça va s'écrouler, ça, parce qu'on ne peut pas sans cesse cacher des aspects de soi. Et quelle est la clé? Une des clés pour révéler tous les aspects que nous sommes, c'est de n'en juger aucun. C'est-à-dire que pour moi, le chemin de la réhabilitation, je dirais, hein, ça a été d'accueillir que toutes les facettes que j'ai, même quand je suis la sauvage, même quand je suis la lionne, même quand je suis pas forcément douce et aimante, eh ben ok, je peux aussi les aimer et les accueillir parce que si je ne les aime pas et que je ne les accueille pas, je ne peux pas en avoir conscience et je ne peux pas les transformer. Et c'est là le cadeau de la relation, c'est que l'autre, il nous amène il nous oblige à un certain niveau à regarder qu'est-ce qui est toujours blessé en nous et qui l'a réactivé. Parce qu'aussi, ce que ça m'a beaucoup, c'est vrai que je me rends compte combien j'ai appris à travers cette histoire. Toi, rien que d'en parler là maintenant, je me rends compte combien ça m'a obligée à ouvrir les yeux et de me rendre compte un jour que personne ne m'a jamais fait mal. En fait, je parlais de la relation blessée. Hein. Personne ne m'a jamais blessée. Par contre, les personnes que j'ai rencontrées, elles ont mis le doigt sur des blessures antérieures que je n'étais pas en mesure de voir et de reconnaître. Et ça, pour moi, c'est le cadeau. Si on veut vraiment s'extirper de ce triangle victime, bourreau, sauveur, à un moment donné, il va falloir reconnaître que vibratoirement, nous sommes des êtres vibratoires. Nous sommes que ça, la physique quantique le dit. Hein, nous sommes des vibrations sur pattes, j'ai envie de dire. Et que ces vibrations, ben, nos anciennes blessures ou nos anciennes, au contraire, marques d'amour de soi, enfin, sont en nous et c'est une vibration qui émerge de nous. Donc, on n'arrive pas à les voir, mais la vibration, elle existe. On attire à nous, on crée des relations de personnes qui vont exactement mettre le doigt sur là où on veut surtout pas aller. Et dans ce sens-là, le couple est un chemin d'évolution extraordinaire à partir du moment où les deux jouent le jeu, de reconnaître que peut-être dans cette relation hein, de vulnérabilité, d'intimité, et dans ce dévoilement de qui nous sommes en baissant nos masques, eh bien, si chacun joue le jeu de reconnaître que quand ça fait mal, c'est qu'il y a eu
le doigt mis au bon endroit, c'est le début de la transformation parce que je peux enfin reconnaître, ah tiens, là je me sens humiliée. Ok, mais alors cette humiliation, je l'avais jamais vue avant. Mais si l'autre m'humilie, c'est que quelque part, inconsciemment, il est amené à mettre son doigt sur cette problématique-là que je ne veux pas voir, que je porte en moi et que pourtant je vais pouvoir reconnaître parce que dans les relations, on va reproduire toujours la même chose. C'est comme ça qu'on s'en rend compte. Je m'en suis rendu compte, moi, en ayant des relations différentes. Et je me rendais compte qu'au bout d'un moment, eh bien, il y avait toujours ce moment où l'autre vraiment me traitait mal, finalement. Hein, et c'était toujours de la même façon. Donc, au bout de 4-5 fois, il m'a bien fallu quand même regarder et me dire, mais c'est où l'endroit chez moi qui se traite mal? Et c'est qui se traite mal, en fait? Et j'ai pu regarder, je me souviens, j'ai pleuré ce jour-là. Et je me suis dit, mais la première personne qui se traite mal, c'est moi. Je me traite mal. J'ai des exigences énormes. Je me juge énormément. Je me critique. Et là, c'était le début, vraiment le début d'un cheminement où j'ai commencé non pas à juger ceux qui me faisaient ça, parce que bon, oh, je les ai bien jugés 5 minutes quand même. Hein. Je suis pas une sainte. J'ai des moments où je me disais, mais c'est pas possible, quel connard celui-là. Et puis après, je me disais, ok, quelle est la partie de moi mais que je ne vois pas encore et qui est complètement, je dirais, dans ce désamour de moi-même hein, et dans cette humiliation que je m'humiliais moi-même puisque je m'arrangeais à être avec des personnes qui m'humiliaient. Et peu à peu, ça s'est transformé. Et quand, dans ma deuxième union, qui s'est produit, qui a été la deuxième grande union de ma vie, là, il y a eu quelque chose qui était une relation beaucoup plus consciente, où on savait, où on connaissait les pièges hein, qu'on pouvait avoir dans les relations, où on connaissait, on avait tous les deux été blessés d'une ancienne relation. Et donc, cette relation-là, on avait vraiment envie qu'elle nous élève. Et il y avait une dimension spirituelle derrière ça, c'est-à-dire que je n'avais pas à ma première rencontre. Alors quand je dis spirituel, c'est pas religieux, hein. C'est me rendre compte que tout mon être, je suis plus que uniquement mon corps, mon physique et mon identité. C'est-à-dire que peu à peu, je me suis rendu compte qu'il y avait une capacité pour moi de me relier à quelque chose de plus grand. Et dans ces moments-là, que je sois en relation ou pas, tout d'un coup, je me sentais remplie. C'est-à-dire que mon cœur s'ouvrait, que je vivais l'amour, mais sans que ça soit quelqu'un qui me donne l'amour. Et donc, dans cette relation, on est entrés tous les deux un peu dans ce début de compréhension, hein, où on le savait déjà parce qu'on l'avait expérimenté, que l'autre n'était pas uniquement la source de l'amour qu'on pouvait vivre l'un pour l'autre. Et qu'en fait, en se fondant consciemment l'un dans l'autre, eh bien, on réalisait que ce qui se passait, c'est qu'on ouvrait tous nos chakras, tout notre être intérieur. Et c'est ça la magie de l'amour. Pour moi, c'est ça la magie de la rencontre. C'est que, et je dirais même que c'est la magie aussi de l'attrait sexuel, parce que quand on a une attirance physique pour quelqu'un, eh bien, il y a quelque chose de vibratoire aussi. Là, il y a quelque chose qui nous amène à, même si on a peur, parce qu'on peut avoir peur de relationner, surtout si on a été blessé les autres fois. Hein. Mais heureusement qu'il y a cet attrait, hein, ce besoin de se prendre dans les bras et de se fondre, parce que du coup, on fait fondre la glace hein, qui entoure notre cœur. Et puis, on arrive à aller à fond dans cette vulnérabilité, parce que si on n'est pas dans la vulnérabilité totale, quand on est dans une relation intime avec quelqu'un, eh bien, il se passe rien. Hein, c'est ce qui va vraiment nous remplir et qui va faire pétiller nos cellules. C'est ce moment aussi où on baisse nos barrières, où on baisse nos identités et les jugements qu'on a sur soi. Et dans ces moments-là, dans la relation, ben, il n'y a plus rien d'autre que de se fondre dans cette joie des corps et des cœurs.
Et ça, je l'ai vécu profondément pendant plusieurs années. Et c'était absolument magique. Ces moments où on pouvait relationner aussi, se mettre en face pour pouvoir se parler, chose que je ne faisais pas dans mon premier couple, où on pouvait vraiment parler à partir de sa vulnérabilité, hein, et que l'autre puisse nous écouter à partir de sa vulnérabilité. Et c'est quelque chose qui a été pour moi quelque chose de magique, pour lequel j'ai une immense, immense, immense gratitude. Et cependant, même dans cette relation-là, à un moment donné, j'ai revécu des situations de la première. Pourquoi? Mais parce que c'est la même chose. On s'aime, on fusionne, on s'apprécie. C'est à un niveau de conscience déjà plus élevé, d'accord. Mais à un moment donné, j'avais un tel appel intérieur d'élévation, je dirais, d'aller encore plus loin, qu'à un moment donné, il y a eu un décalage entre moi-même et l'autre. Et c'est pour ça que quelque part, on peut pas à tout prix vouloir dire qu'on va avancer ensemble. Je pense que les seuls engagements qu'on puisse avoir, c'est l'engagement d'être fidèle avec soi-même, d'être vraiment, comment dire, vrai dans cette relation, de ne pas se réduire pour plaire à l'autre. Et ce qui s'est passé dans ces moments où il a commencé à avoir un peu en décalage, eh bien, chacun de nous se réduisait pour pouvoir maintenir une relation qui avait été tellement merveilleuse au début qu'on ne pouvait pas accueillir qu'elle puisse être différente au bout d'un moment. Et j'en parle souvent, c'est un terme que j'emploie souvent, c'est l'idéal utopique. C'est-à-dire cet idéal de la relation merveilleuse et parfaite. Et c'est un idéal qui est là au-dessus de notre tête. Et le piège, c'est de vouloir correspondre à cet idéal, c'est-à-dire d'adopter le costume qui va pouvoir nous rentrer dans cette vision idéale du couple. Or, le couple, c'est un mystère. On ne sait pas du tout où on va quand on va cheminer avec quelqu'un. On ne sait déjà pas où on va quand on chemine avec soi-même. Donc, on ne sait pas du tout où on va aller. C'est-à-dire que quelque part, c'est accepter que de vivre le jour au jour le jour, cette relation et de ne pas la contrôler dans je veux qu'elle soit comme ça. Et combien de fois j'ai entendu des personnes me parler du contrôle qu'elles voulaient que la relation soit comme ça. Et on ne peut pas contrôler une relation, on ne peut pas contrôler un enfant, on ne peut pas contrôler sa vie. Ça ne fonctionne pas avec le contrôle. Ça fonctionne avec une énorme vulnérabilité. Et puis aussi de commencer à énormément se respecter soi-même. Se respecter soi-même, eh bien, ça peut être. Alors, je me rends compte que je n'ai plus de batterie, donc il y a mon ordinateur qui est en train de se décharger, donc je vais devoir prendre Gaïa. Alors ça, c'était pas prévu du tout. Désolée. Voilà. Merci Mina, nous sommes dans la vraie vie où les batteries se déchargent parce qu'on les a oubliées. C'est vrai, c'est drôle. Mais c'est un peu ça aussi. C'est de se dire, mais au fait, qu'est-ce qui se décharge là dans la relation? Il y a moins d'énergie et de pas attendre aussi que ça aille trop loin, peut-être. Alors, pour moi, ce qui a été c'est OK, quelque chose, c'est bon, et ça y est, hein, ça marche, c'est rapide. Comme quoi, ça peut se recharger vite. En tout cas, ce que je voudrais juste dire, c'est que dans la relation à deux, on ne peut pas contrôler la partie qui appartient à l'autre. Je ne peux pas vouloir que l'autre corresponde à quelque chose que j'attends. Je dois juste accepter, moi, d'être dans justement cet amour de moi. C'est apprendre. Si j'apprends à m'aimer, si j'apprends à me prendre dans les bras, si j'ai de la gratitude pour moi à chaque instant, dès que je me réveille ou quand je me couche le soir, hein, quel que soit ce qui s'est passé dans la journée, hein,
Si je baisse ces barrières, justement, où on se cache, hein, pour pas que les autres nous voient parce qu'on croit qu'on est mauvais derrière. Mais si on n'a plus de jugement du tout sur soi-même, hein, mais qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est aussi ce que je découvre maintenant, au fur et à mesure, c'est que les autres vont nous faire la même chose. Pour moi, le véritable secret de la relation lumineuse, épanouie, c'est quand je n'essaie pas de me conformer à quelqu'un, je n'essaie pas de jouer un rôle pour être aimée, pour être appréciée, pour être la meilleure, pour être l'indispensable. J'apprends d'abord à aimer cette personne que je suis dans toute sa vulnérabilité, dans toutes ses facettes, dans toute sa splendeur. Et la grande découverte, c'est que je me suis rendu compte que plus je m'aimais, plus les personnes autour de moi m'aimaient et me le manifestaient sans que j'ai besoin de jouer un rôle ou de correspondre à quelque chose. C'est-à-dire sans non plus à faire fonctionner la culpabilité, la jalousie, la peur de perdre, etc., qui sont tous des implants qui nous empêchent de nous relever dans notre véritable splendeur. Dès qu'on est pris par la mauvaise estime de soi, la culpabilité, le jugement, la peur, etc., on est paralysé, on ne peut plus complètement s'ouvrir et ouvrir ses ailes. Et combien d'histoires d'amour sont des histoires de manque d'amour? La véritable histoire d'amour, pour moi, c'est que l'autre, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que toute seule, je suis tellement heureuse avec moi-même, je commence à vraiment voir la beauté d'être avec moi et avec aussi cette connexion que j'appellerais cette connexion avec la conscience. Et qu'à un moment donné, quand moi je me sens reliée, quand moi je me sens remplie, quand moi je me fais le bien que je voudrais que l'autre me fasse, quand moi je m'occupe de ce qui peut me faire plaisir, hein, sans faire de compromis, ben, il va se passer quelque chose, c'est que si l'autre que je vais rencontrer vit aussi un amour de lui-même, vit lui aussi une gratitude envers lui-même, apprend lui-même à remplir ses propres manques et besoins, se connecte lui-même avec cet aspect de nous qui est tellement lumineux et grand, il va se passer qu'une rencontre comme ça, de deux êtres qui n'ont pas besoin de l'autre, ça va être quelque chose de tellement magique. Et ça, je l'ai vécu à une ou deux reprises, mais c'est pas quelque chose que j'ai vécu sur le long terme. Mais je sais que ça existe, hein, qu'on peut cheminer, on peut être en couple. Du coup, on n'est pas obligé d'être en couple. Moi, je perçois vraiment que ce n'est pas une nécessité d'être en couple quand on sait vraiment répondre à tout ce qu'on a besoin et qu'on n'attend pas que ce soit l'autre qui le fasse, hein. Mais en même temps, c'est sûr que rencontrer une autre personne qui vibre, hein, sur le même tempo vibratoire et qui a comme objectif d'ouvrir à quelque chose qui n'est pas un amour, c'est toi qui me le donnes, c'est moi qui te le donne, et ce n'est plus un amour besoin, c'est un amour, c'est aimer l'amour en fait, j'ai envie de dire, être amoureux de l'amour, être amoureux de la vie, et être amoureux de la joie et la célébrer. Alors c'est sûr que si on arrive à la célébrer tout seul, eh bien c'est sûr que si quelqu'un d'autre est aussi dans ce chemin-là et qui se chemine avec nous, alors là, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et je crois qu'au fond de nous, je crois qu'on aspire tous quelque part à cette forme de relation où on peut vraiment être totalement soi-même, même des fois être complètement nul dans une réaction, hein. Et puis pas pour autant s'en détruire, juste l'utiliser ce qui se passe en disant oh, c'est quoi ce truc qui monte là? C'est à qui ça appartient? Quelle est la mémoire qui est là en moi? Comment je peux transformer ça? C'est-à-dire que au fur et à mesure, tous les petits cailloux sur le chemin, au lieu de jeter des coups de pied dans les petits cailloux sur le chemin, on va prendre le caillou, on dit oh c'est beau toi, mais bon, comment ça se fait que tu es là sur mon chemin? Et peu à peu le transformer. Et on ne peut le faire, à mon sens, que dans l'amour même de nos facettes les plus, celles qu'on trouve les plus horribles.
Encore une fois, j'ai vraiment saisi que je pourrais jamais transformer ce que je juge. Je peux transformer ces histoires qui m'appartiennent pas, l'histoire de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, hein, toutes ces histoires de douleur qu'ils ont connues avant nous. Mais attends, on a une chance incroyable, Anna. On vit en ce moment une époque où on est conscient de choses que jamais nos parents, nos grands-parents avaient conscience. Ils ont subi beaucoup de choses parce qu'ils ne savaient pas. Et là, en ce moment, on vit une époque, mais d'ouverture de conscience. Mais je remercie d'être née à cette période et je remercie d'avoir pu, comment dire, suivre des petits cailloux blancs sur mon chemin, tu sais, comme le petit Pousset qui retourne à la maison. Et j'ai l'impression que ces petits cailloux blancs, c'est-à-dire les rencontres, tous ces hommes que j'ai rencontrés et que des fois j'ai eu mal, mais ils m'ont tellement obligée, malgré eux, je dirais, mais à retourner chez moi. C'est-à-dire que ce que j'allais chercher à l'extérieur, et Dieu sait si je l'ai fait éperdument, hein, comme tellement de gens, aussi bien hommes ou femmes, il y a une telle croyance que sans l'autre, on n'est rien. En fait, sans l'autre, on est ou on n'est pas, suivant si on se relie avec cette puissance de l'énergie et qui traverse nos cellules. Et l'expérience du tantra, et je sais que tu connais aussi, c'est qu'à un moment donné, on se permet d'être traversé par l'énergie de la terre et du ciel parce que justement, dans cet abandon de la relation, eh bien, on ouvre tout. Et là, j'ai compris pourquoi les grands mystiques, ils pouvaient avoir des orgasmes. Pas les mêmes orgasmes quand on a une relation physique, mais c'est des montées de Kundalini, et puis tout d'un coup, le cœur qui s'ouvre, et puis se fondre dans l'univers, hein, quelque part. Et la relation à deux, pour moi, c'est un prétexte pour nous ouvrir à l'immensité de notre conscience et de notre cœur, et de se rendre compte que c'est pas l'autre qui en est la source, mais qu'il a été l'interrupteur qui nous a permis, de nous relier, parce que dans nos sociétés actuelles, on est tellement dans le mental et dans les pensées qu'on ne peut même plus, qu'on n'y pense même pas à se connecter à notre corps. Et que grâce à la relation d'ailleurs sexuelle, on se connecte à notre corps. C'est pour ça que la sexualité peut être un moyen extraordinaire pour ouvrir le cœur et se laisser traverser par toute cette énergie qui est tellement plus grande que juste je t'aime, aime-moi, j'ai besoin de toi, et puis tu m'as blessé, et puis tu m'as fait mal. Tout ça, c'est des histoires. Tout ça, c'est des histoires, je dirais même, c'est des mensonges qu'on se raconte parce que il y a eu des tas d'histoires qui ont été racontées de cette façon-là. Et tu vois, c'est vrai que j'ai été blessée terriblement et dramatiquement, mais c'est aussi grâce à cette blessure-là que j'ai été cheminée dans ce mystère de la relation, mais surtout ce mystère de cet amour immense, sans condition, qu'on peut tous vivre. Tous, toutes. Il y a des gens qui méditent pour ça. Il y en a d'autres qui rentrent en relation de couple. Mais quelque part, imaginons ce couple, j'en parlais tout à l'heure, mais qui choisit d'être ensemble pour ça, pour devenir, pour élever ses énergies et puis pour aller vers cette grandeur et cette splendeur que nous sommes toutes et tous. Oui, Mina, je veux juste te poser une question. Désolée pour te couper. Et en fait, j'ai l'impression que tout ce que tu es en train de nous dire repose sur presque un mot, responsabilité. C'est-à-dire de prendre la responsabilité de que je suis la seule, que je suis en train de voir un miroir en face de moi, d'un côté, et que je suis même la source de cet amour et de ce plaisir, que je crois que c'est l'autre, en fait. Et de retourner à soi, en fait. C'est clair. C'est tellement ça. C'est tellement ça quand parce que beaucoup de couples, de personnes vivent des états extatiques dans une relation de couple. Le problème, c'est qu'ils croient que ça vient de l'autre. C'est vraiment ça. C'est qu'en fait, c'est à ce moment, ce qu'on vit extatiquement dans la relation d'amour, elle vient du fait que grâce à l'autre, qu'on aime ou qu'on désire, on a ouvert totalement nos portes intérieures.
Et comme on a ouvert nos portes intérieures, on peut recevoir toute cette quantité illimitée et infinie d'amour de la vie, en fait. C'est la vie qui nous traverse. Tu sais, beaucoup de gens ne sont pas vivants. On le voit surtout même en ce moment. Les gens ont tellement peur de mourir, ils ont tellement peur de perdre quelque chose que les portes du recevoir sont fermées. Mais pour pouvoir vraiment être traversé par cette énergie extatique, parce que c'est quand même ça qu'on cherche, et on l'attribue à l'autre, et c'est là le grand piège. Et si l'autre s'en va, on se dit je vais mourir, hein, alors qu'en fait on est la source de cette ouverture de tout notre être. On est la source qui s'ouvre tellement qu'on peut tout recevoir et que ça se diffuse dans notre être totalement. Et ça, c'est quand on a vraiment touché à ça, on n'est plus dans la dépendance, dans cette recherche effrénée de l'autre, même de l'âme sœur, etc. Quand peut-être c'est le moment de rencontrer l'autre, l'autre arrive. C'est-à-dire, c'est plus dans un vouloir, c'est plus dans un faire, c'est plus dans ce contrôle de notre vie. Et c'est pour ça que la relation, c'est un outil thérapeutique, j'ai envie de dire. Si on veut bien le voir comme ça, parce que si à un moment donné, on n'arrive pas du tout à vivre quelque chose de fort dans une relation, souvent c'est que nos portes intérieures sont fermées. Et si on commence à se rendre compte qu'on contrôle, qu'on a été tellement blessé, qu'on a fermé tout, parce que c'est ça qui se passe. Là, souvent, quand on a été blessé une fois, on veut plus l'être. Donc, on se met des carapaces invisibles. On s'en rend même pas compte qu'on les met. Et en même temps, on ne peut plus recevoir d'amour. Parce que c'est la même porte, la tristesse et l'amour. Il n'y a pas une porte de la tristesse, il n'y a pas une porte de l'extase. C'est, à un moment donné, il y a une porte avec des vagues qui viennent nous traverser. Et ces vagues vont parfois nous faire tomber et vont parfois nous amener à avoir des prises de conscience. Combien nous avons été endoctrinés, malgré nous, à croire que l'autre va nous rendre heureux. Et que si on n'a pas la relation, on ne sera pas heureux. Et que si on est dans une relation qui n'est pas heureuse, ben c'est qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ou alors qu'on ne mérite pas. Ou qu'on n'est pas assez bonne. Ou qu'on n'est pas assez bon, etc. Et là encore, c'est le piège. Merci, merci Mina. Est-ce qu'on peut, en quelques, bon, il est déjà 53, mais en quelques clés, résumer ce que tu viens de dire? Comment passer de la relation blessée à la relation lumineuse? D'après ce que tu es en train de dire, il y a déjà, bon, la responsabilité, c'est peut-être ce que je suis en train de vivre n'est pas normal. Voilà. Est-ce que tu peux nous... Exactement. Alors moi, il y a plusieurs outils que j'ai développés d'ailleurs dans le petit bonus. Voilà. Déjà, cultiver la gratitude. Mais ça paraît quelque chose de simple, mais ce n'est pas si simple que ça. J'ai vu des personnes qui me disaient, mais avoir de la gratitude, pourquoi? Pour moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? En quoi j'ai besoin d'avoir de la gratitude? En fait, ça se développe, la gratitude. C'est comme s'il fallait créer des nouveaux circuits neuronaux si on attend que les autres aient de la gratitude pour nous, on va attendre longtemps. À un moment donné, c'est pouvoir se prendre dans les bras. Et ça, c'est une de mes clés que j'ai utilisées pendant des années. Et au début, je n'y arrivais pas parce que je n'arrivais pas à ressentir de gratitude pour moi. Et ça s'est développé à force de le faire. L'autre chose, quand tu parlais de se respecter, moi j'utilise aussi le terme honorer, s'honorer soi-même. Eh bien, c'est à chaque instant de se rendre compte, est-ce que je m'honore en faisant ça? Et moi, je donne un exemple que j'ai utilisé, et parce que ça a été flagrant. Un jour, je me suis rendu compte
que j'étais capable d'avoir de la gratitude pour les autres, de respecter les autres, de ne pas avoir de jugement pour les autres, d'honorer les autres. Mais je me rendais compte que pour le faire à moi, c'était vraiment beaucoup plus difficile. Et le grand exemple que j'ai eu, c'est d'inviter une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps. Et alors là, je lui ai dressé une table avec des petits couverts, avec des fleurs, etc. Et puis, je lui ai préparé les meilleurs repas. J'allais chercher des produits biologiques merveilleux et tout et tout. Et ça a été fabuleux. Et le lendemain, je me suis vue en train de manger dans la casserole devant le frigo. Et là, j'ai eu un flash. Je dis quoi? Attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Là, mon amie, je me permets de prendre du temps pour elle et de lui faire plein de choses. Et moi, j'y arrive pas. Et là, je comprends que c'est une des clés. Et je me dis, à partir de maintenant, je vais faire pareil pour moi. Sauf que le lendemain, je mangeais encore dans la casserole. Et là, je me revois de nouveau le faire. Je dis, mais c'est pas possible. Et donc, il a fallu que je trouve un truc. Alors, tu vas rigoler, peut-être les personnes aussi. Mais j'ai dû m'inviter à manger. C'est-à-dire que je disais, bon, demain, je m'invite à manger. Donc, je vais, moi, me faire les plus beaux plats, la plus belle nappe, etc. Et le lendemain, je me souvenais, ah oui, c'est vrai, j'ai invité Mina à manger. Alors, bon, tu vas me dire, c'est un peu bizarre, mais c'est une bonne façon de faire au début. J'étais obligée de m'inviter à manger pour casser l'habitude de ne pas me considérer, de ne pas me respecter, de ne pas prendre du temps pour moi, de ne pas m'honorer. Hein. Et donc, j'ai mis un certain temps à arriver à le faire sans être obligée de passer par cette astuce-là. Alors moi, j'invite les personnes qui écoutent de se poser la question. Voilà. Est-ce que je fais plus pour les gens que j'invite que pour moi? Et tout ce que je fais pour l'autre, si je me le faisais à moi, eh bien, ce petit truc déjà des repas, ça peut être autre chose. Hein. Bon, moi, par exemple, au début, j'arrivais même pas à aller au cinéma toute seule parce que je voyais pas l'intérêt d'aller au cinéma toute seule. Il fallait qu'on soit deux et qu'on puisse partager ensemble. De t'emmener toi au cinéma. Comment? Alors, je me suis toi-même au cinéma. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je ne m'en rendais pas compte. Si tu m'avais demandé, Mina, comment tu te traites, je t'aurais dit, oh, mais très bien, Anna, tout va bien. Et il a fallu un exemple tout simple pour me rendre compte que non, c'était pas vrai. Je ne me traitais pas aussi bien que les autres. Et maintenant, ce que je dis souvent, c'est soyons égoïstement heureux. C'est-à-dire, si je veux que quelque part, je sois remplie, pour que de nouveau ça se remplisse naturellement de partout, je dois d'abord me remplir, moi, hein, de joie, de bonheur, d'appréciation, me faire confiance. Se faire confiance aussi, c'est une des clés. Et c'est quoi se faire confiance? Ben, c'est avoir conscience aussi de où sont mes limites. Il y a des moments, si je sais où sont mes limites et ce que je ne veux pas, ce que je veux, je vais gagner en confiance. Je vais savoir aussi que je peux dire non par moment parce que je sais que je peux dire non parce que je le perçois de l'intérieur. Combien de fois je me suis coupée de ma conscience et de ce que j'étais prête à reconnaître comme étant mes limites. Donc du coup, je ne pouvais pas me faire confiance de savoir si j'allais me laisser me faire avoir ou pas. À partir du moment où j'ai commencé à regarder en moi où étaient mes limites, où je pouvais aller, etc., ça a beaucoup changé de choses. Donc ça, c'est aussi un des outils à explorer. Hein, jusqu'où je sais que je peux aller, jusqu'où je sais que je peux dire non. Hein, à quel moment je peux dire non. Et puis aussi, je parlais tout à l'heure du jugement, mais combien de fois j'ai commencé à m'observer évidemment dans mes cheminements et je m'entendais dire mais qu'est-ce que je suis nulle quoi, c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis bête, mais c'est pas possible. Et je me dis mais qui parle là? Qui est-ce qui est en train de parler? C'est c'est qui le personnage à l'intérieur de moi qui me déteste autant qu'il est toujours en train de me juger? Et là encore, j'ai commencé à observer les moments où si je casse un verre, je casse un verre. Je suis pas obligée de me juger, tu vois. Et peu à peu, petit à petit, hein, pas à pas, j'ai commencé à aller au-delà des jugements, mes auto-jugements, parce qu'on croit qu'on juge beaucoup les autres, mais la première personne qu'on juge, c'est soi.
Et dans une relation, si tu es toujours en train de te juger, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'autre, sans même s'en rendre compte, va te juger pour ce que toi tu te juges. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que nous faisons aux autres ce que eux ils se font et les autres nous font ce que nous nous faisons. C'est-à-dire que tout part de moi. Si je veux que la relation change, que les autres aient un comportement différent avec moi, je dois commencer, moi aussi, à avoir un comportement différent avec moi. Et le secret de toute relation épanouie, c'est déjà d'être en relation épanouie avec soi-même. C'est le premier pas. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? On a une relation qui fonctionne pas, alors on se dit, bah, peut-être qu'avec l'autre, ça va fonctionner mieux. Alors ça fonctionne mieux, peut-être au début. Hein. Mais les choses qu'on ne veut pas regarder, elles nous courent après. Elles nous courront après jusqu'au jour où enfin on va se dire, mais est-ce que c'est moi qui crée ça inconsciemment? Est-ce que c'est moi qui choisis toujours des personnes qui me font du mal ou qui me traitent mal? Et à ce moment-là, waouh, on est déjà arrivé presque au bout du chemin. Ouais, être consciente qu'on est créateur et créatrice de ce qui se passe dans les relations aussi. Ça ne veut pas dire être obligé de rester dans une relation qui ne fonctionne pas, hein. Ça veut dire aussi que peut-être qu'on est allé jusqu'au bout de quelque chose qu'on peut faire à deux, mais reprendre la responsabilité de nos relations difficiles et toxiques, waouh, ça c'est le début de quelque chose de grandiose. Hein. Wow, merci Mina, merci, merci, merci. Je suis vraiment très touchée par tout ce que tu es en train de dire. Et moi, je vous invite à vous à regarder cette conférence parce que je sens hein, que, ok, je ne suis pas en train de faire un travail avec un exercice, mais qu'il y a quelque chose en moi qui est en train de bouger, il y a mes cellules, je ne sais pas quoi, qui vibrent. Et ça, je trouve que c'est très, c'est précieux. Donc, continuez à écouter et vous verrez, il y a quelque chose qui est en train de se faire. On passe aux questions-réponses, Mina, tu es d'accord? Avec plaisir. Alors, donc, posez vos questions-réponses, mais j'ai déjà reçu certaines pendant que tu parlais. Alors, il y a Julie qui dit, dans une période de sentiment d'échec, elle est dans une période de sentiment d'échec dans différents domaines de ma vie. Me sentons dans une grande solitude. Je me demande comment mettre en place concrètement, outil technique exemple, la gratitude envers moi-même dans mon existence. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est vraiment créer une nouvelle dynamique en soi. Et c'est là où on a l'impression que c'est difficile parce qu'on ne connaît pas. Mais c'est justement parce qu'on ne connaît pas qu'il faut arriver peu à peu à le créer. Et la gratitude envers soi-même, je dirais, c'est quelque chose qui se construit. Je disais tout à l'heure que au début, quand j'ai réalisé que j'avais pas de gratitude pour moi, et je me suis même dit, mais comment je pourrais faire? J'ai aucune raison. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de raison, d'avoir de la gratitude pour soi. Et tu vois, si tu te mets devant le miroir, et c'est ce que j'ai fait moi. Alors moi, je vais te donner le truc que j'ai fait moi. Hein. Je me suis mis devant le miroir, je me regardais, et puis j'ai commencé à me dire merci. Alors au début, c'était pas facile parce que je comprenais pas très bien pourquoi je me disais merci. Et puis j'ai continué. Merci d'exister. Merci d'être arrivé jusque-là, malgré tout ce qui s'est passé avant. Merci d'avoir choisi de vivre. Merci de respirer. Merci de chercher à trouver une solution pour aller mieux. Parce qu'il y a des personnes qui ne cherchent pas. Hein. Il y a plein de raisons d'avoir de la gratitude. Merci, tu peux te dire à toi aussi, mais merci à moi-même. Merci à moi-même d'écouter ces 14 conférences. Merci d'avoir fait ce choix. En fait, on ne se rend pas compte que nous avons des milliers de raisons d'avoir de la gratitude pour soi. C'est pas obligé d'être extraordinaire. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu vas commencer à te dire merci, mais merci pour les petites choses, c'est comme si peu à peu ton cœur, il se guérissait. C'est comme si tu guéris ton cœur, parce que un être qui ne se donne pas de gratitude,
il va avoir aussi tendance à rencontrer des gens qui ne lui en manifestent pas non plus. Et donc, ce qui se passe, c'est que ton cœur, il est comme desséché, tu vois. Et il faut que tu commences toi. Il faut que tu commences toi, juste en mettant tes mains là, tu vois, au niveau de ton cœur, et de te dire juste merci d'être. Et même te dire merci pour ce que je ne sais pas, pour lequel je dis merci. Tu n'es même pas obligé de trouver une raison. Juste commencer à le dire. Juste commencer à le sentir. Et puis peu à peu, ça va monter. Tu vas te rendre compte que ça monte, que ça grandit. Parce que c'est normal. La gratitude, c'est le plus grand état de l'amour quand on est débarrassé de nos cuirasses. Et donc aussi, ce que tu peux faire, tu vois, si tu n'arrives pas à mettre cette gratitude dans ton cœur, ça veut dire que tu as plein d'armures devant toi parce que tu as dû te protéger, j'en suis sûre. Eh bien, à un moment donné, fais ce geste de descendre tes armures, de descendre tes barrières, tu vois. Et tout le monde peut le faire d'ailleurs parce que c'est tellement magique, ça a l'air de rien ce que je suis en train de faire, mais je le fais tous les matins parce qu'on a tendance, sans se rendre compte, à se mettre des blindages devant nous parce qu'on a beaucoup souffert et on a souffert parce qu'on ne sait pas encore bien aimer sans avoir peur de souffrir. Et attends, la première fois que je l'ai senti, je l'ai fait, j'ai senti une résistance, tu vois, comme vraiment quelque chose qui était là. Ouais. Mais ça, c'est vraiment, c'est des outils simples. Moi, je partage pas des outils compliqués parce que j'ai pas eu besoin d'outils compliqués. Je sais juste partager ce qui fonctionne pour moi aussi, tu vois. Et puis que j'ai vu fonctionner chez d'autres personnes. Et quand tu as bien baissé tes barrières, il faut que tu acceptes d'être vulnérable parce que il y a quelque chose, c'est que à un moment donné, il faut saisir qu'il faut lâcher le contrôle. L'amour, c'est pas du contrôle. On peut pas aimer sur commande, d'accord? Par contre, normalement, l'amour, il déborde. C'est quelque chose, notre véritable nature, c'est d'être un débordement d'amour. Et pourquoi on n'est pas un débordement d'amour? Ben parce qu'on s'est blindé à travers nos souffrances, on s'est tellement protégé, on a tellement mentalisé et intellectualisé notre vie. On croit qu'on peut aimer avec des recettes, avec des livres et tout. Non, les livres nous inspirent. Mais aimer, on peut pas se forcer. C'est quand on dit à quelqu'un aime ton frère ou aime ta sœur. C'est comme le pardon. Oui, oui, je te pardonne. Ça veut rien dire ça. À un moment donné, c'est quand le cœur n'est plus protégé par des tas de masques. Parce que notre véritable nature, c'est ça qui est fou quand même, qu'on ait du mal d'avoir de la gratitude pour soi et de l'amour pour soi, mais ça montre quand même que ce monde, il marche à l'envers. Parce que naturellement, normalement, regarde un bébé. Un bébé, il est là, il rit, enfin, même quand il est tout petit, l'enfant, il joue, il rit, il est joyeux, il est heureux. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, il commence à comprendre qu'on lui dit qu'il a tort, qu'il devrait pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se protège parce que ça fait mal d'entendre dire que c'est pas bien. Et souvent, si on entend dire maman t'aimera plus si tu fais ça, toi. Ça, j'entends, c'est terrible. Hein. Et donc, on s'est mis devant nous des barrières, des blindages, des murs. Et la première chose, c'est de descendre ces murs. Et si tu sais pas les descendre, tu le fais comme on a fait là. Descendre le mur, descendre le mur, descendre le mur. Hein. Et puis, retrouver cette connexion avec la petite fille ou le petit garçon, en l'occurrence pour toi qui pose la question, c'est la petite fille, qui n'avait pas d'armure, qui n'était pas blindée. La petite fille qui allait comme ça courir vers les autres, les bras grands ouverts. Hein. Et toujours heureuse de rencontrer des personnes, heureuse de sauter dans les bras. Ça, c'est naturel chez les enfants. Et quelque part, comment ça se fait qu'on a tellement fermé tout ça? Alors, ça se fait qu'il y a des mémoires, qu'il y a des tas d'histoires qui remontent, hein, les histoires familiales, le transgénérationnel, l'inconscient collectif, c'est sûr. Hein. Et ces outils-là, qui sont tellement simples, toi, moi, rien que d'avoir mis la main sur mon cœur, j'ai senti de la chaleur et j'ai senti de la douceur. En fait, il faut faire fondre la glace. Voilà, c'est ça, faire fondre la glace. Et si tu le fais tous les jours, en te disant, voilà, je m'aime, je suis heureuse d'être dans ma vie. Et puis même si je suis pas parfaite, c'est formidable. Et c'est comme un jardin de fleurs, toutes les fleurs, elles ont leur place. Et si tu n'étais pas là, ben, le monde serait différent. Donc, dis-toi merci d'être là. La vie t'a posé là, la vie t'a amené là.
La vie t'a amené d'être qui tu es, dans ta différence. Merci. Merci d'être là. Même te prendre dans les bras. Tous les jours, tous les soirs, tous les matins. Puis un jour, ça va être normal pour toi. Waouh, waouh, waouh. Et merci, Julie, pour avoir eu le courage de poser cette question, qui a donné l'opportunité à Mina de nous donner ses réponses, parce que je suis sûre que ça peut aider énormément de gens. Alors, il y a Sandrine qui pose la question, comment cette bascule intérieure se fait vraiment, c'est-à-dire de passer de la relation blessée à la relation lumineuse? D'abord, il faut accepter de mourir à la relation. C'est-à-dire que la relation blessée, il faut pas la nier, il faut la vivre. Je reconnais que je me suis roulée dans mes émotions. J'ai pas tout de suite dit, oh là là, ça y est, je suis blessée, mais ça y est, je vais devenir. Je savais même pas que, en fait, dans la relation blessée, on sait même pas que c'est possible d'aller mieux. Combien de personnes, elles me disent, je suis sûre que je vais rester là-dedans. Parce que quand on est dedans, on est dedans. Hein. Et donc, déjà, de reconnaître s'il y a des moments où on doit pleurer, on pleure, ne pas résister aux émotions. Et pour moi, c'est clair que l'idée, c'est de pas s'accrocher aux émotions. Parce que il y a des personnes qui ont tendance à s'accrocher aux émotions parce qu'elles se sentent vivantes avec les émotions. Donc, c'est pas ça que je veux dire. Mais que quand quelque chose nous submerge, hein, une rage, une colère, une tristesse, ou tout ce qu'on veut, c'est de l'accepter, de l'accueillir. La première chose, c'est de l'accepter, de l'accueillir. Et ensuite, hein, de pouvoir poser les questions. Moi, je travaille beaucoup avec les questions ouvertes. Hein. C'est de poser les questions, mais où est-ce que je peux trouver de la lumière sur ce chemin? Et curieusement, quand on commence à poser les questions, eh bien, il y a des espèces de synchronicité qui arrivent. C'est Jung qui a créé ce terme de synchronicité. C'est un peu le hasard, hein, les hasards heureux, les hasards qui arrivent au bon moment, les coïncidences. Et pour moi, la transformation de la relation blessée à quelque chose de plus grand, elle est passée par des questionnements que j'envoyais, je ne sais pas très bien où. Hein. Et c'était comme un appel, c'est comme un cri, c'est comme une prière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le choix. Ah ouais, heureusement que tu poses cette question parce que tu m'amènes à parler de quelque chose qui est tellement important que je n'ai oublié d'en parler. C'est le choix. C'est-à-dire qu'il faut choisir de sortir de la relation blessée et cesser d'alimenter, il m'a fait ci, il m'a fait ça, tu te rends compte ce qui m'est arrivé, etc. On ne peut pas à la fois alimenter la blessure ou d'accuser l'autre de nous avoir fait vivre quelque chose et en même temps de choisir d'aller dans quelque chose de lumineux. Et quand on fait le choix, ce choix, c'est aussi l'énergie. Moi, je ne travaille qu'au niveau vibratoire. La seule chose qui m'intéresse, c'est une porte qui s'ouvre. oui, dès que tu fais un choix, c'est comme si c'était Sésame, ouvre-toi. Tu as dit quelque chose et tout d'un coup, il y a une intention qui part de ton être. Ça y est, maintenant, comment je peux sortir de cette douleur d'une relation blessée et aller dans quelque chose de plus grand ou au moins de toute façon de quitter cette souffrance? Eh bien, ce choix, il est fondamental. Le choix, il est fondamental parce que ça détermine une énergie qui va t'amener à recevoir des informations, les fameuses synchronicités, c'est-à-dire que d'un coup, tu as une intuition qui te fait prendre des chemins que tu n'avais pas encore pris jusqu'à présent. Et pour sortir d'une relation comme ça, blessée, il faut accepter d'aller dans l'inconnu. Parce que quand on a vécu une relation blessée, c'est parce qu'on connaît que ça. C'est qu'on a été soi-même blessé. Donc, aller dans quelque chose qui n'est pas blessé, ça veut dire aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et parfois, il y a des personnes qui ont plus peur d'aller dans l'inconnu que de lâcher la blessure d'une relation. Et ça, c'est fondamental. Est-ce que je suis prête, est-ce que je suis prêt à aller explorer une façon de rentrer en relation aussi bien avec moi-même qu'avec l'autre, que je n'ai jamais connue encore jusqu'à présent. Donc, je ne vais pas savoir comment faire. Je ne peux pas le contrôler à l'avance. C'est-à-dire, ça veut dire que je vais vivre instant par instant des choses nouvelles. Sinon, on reproduit tout le temps.
Sinon, on reproduit tout le temps. Si à un moment donné, on n'a pas, parce que ça demande du courage finalement d'aller dans l'inconnu, si on n'a pas à un moment donné ce choix d'aller dans l'inconnu et de découvrir d'autres facettes de soi-même, par exemple, toutes les idées qu'on a de soi, les idées qu'on a de soi sur pourquoi on a été blessé et toutes les étiquettes qu'on s'est mises. Et si c'était pas vrai? Et si c'était une histoire qui s'est créée par notre passé, etc., mais qu'aujourd'hui, on pouvait passer de cette identité de blessé à une identité de quelqu'un qui crée une nouvelle possibilité dans sa vie. À partir de là, ça va amener automatiquement à faire des choix différents d'avant. Parce que si on fait les mêmes choix, si on recrée les mêmes habitudes, on va avoir les mêmes effets. Donc, à un moment donné, il faut oser aller là où on ne connaît pas. Aller prendre une route qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de prendre. Et ça, je dirais que c'est le secret pour tout. Dès qu'on ose aller dans l'inconnu, on devient vivant. Avant, on n'est pas vraiment vivant. On répète. On répète. Et on recommence. Et on recommence. Et moi, je voudrais honorer vraiment toutes ces personnes, ne serait-ce qui sont là ce soir. C'est parce que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà choisi de vivre autre chose. Parce que sinon, bah, vous auriez dit non, je connais moi les relations, j'ai pas besoin, voilà. N'empêche que ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui se dit, et s'il y avait quelque chose de plus grand? Et si avec mais il n'y a pas besoin de savoir ce que c'est. Quand on n'a jamais vécu, on ne sait pas. Mais on peut supposer, il y a une partie de nous qui sait quelque chose que notre mental ne sait pas. Il y a une partie de nous qui sait qu'il y a quelque chose de plus grand. Et c'est ça qui nous amène à faire des thérapies ou faire des voyages initiatiques ou autres, parce qu'on sait qu'il y a plus grand. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et donc, c'est oser s'y plonger. Oser plonger, mais sans avoir déjà la réponse. À découvrir. À découvrir. Aller dans l'inconnu. Merci, Mina. On va vraiment vers la fin. Est-ce que tu veux dire quelques mots en guise de conclusion de cette magnifique soirée? Je te remercie vraiment de cette magie qui a été créée dans cet espace. Oui, alors moi, je voudrais dire, Anna, je veux te dire à toi, que j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude que tu sois cette personne qui crée un espace comme celui-là. Car nous avons besoin tous et toutes, mais nous avons besoin toutes et tous d'entendre et de s'entendre répéter combien nous avons de la valeur, combien la vie est belle, combien nous pouvons être heureux et ouvrir tout cet espace qu'on blinde, combien nous le méritons toutes et tous. Et je voudrais dire, même si vous avez fait les choses les plus horribles qui soient, vous méritez tellement d'être aimés. Nous sommes un seul grand cœur. Et nos identités, ben c'est notre identité, c'est pas la réalité. La réalité, c'est vraiment cet être infini qui vibre au plus profond de nous, que nous sommes. Et il y a des moments, d'ailleurs, où on peut se rendre compte qu'on ne fait plus qu'un. On se dit, mais vous savez, quand on est vraiment, quand on a tout, mais d'ailleurs, en ce moment, c'est certainement aussi ce qui se passe un peu. C'est de se rendre compte qu'on est un grand cœur et qu'un cœur qui vibre et qui pulse et que quelque part, il y a eu plein d'idées, plein d'histoires, plein de jugements, de critiques, d'endoctrinement, de domestication, tout ce qu'on veut, qui nous ont fait croire que nous devions faire plein de choses pour mériter d'être aimés, pour mériter d'être heureux, d'avoir des relations, etc. Et que toute cette idée qu'il faut faire quelque chose pour être heureux, mais c'est tellement, c'est pas vrai. Maintenant, on peut le choisir à l'instant, tout de suite, précisément. Je peux choisir de dire, moi, je me pardonne pour tout ce que je me suis fait d'histoire, de cinéma, de critique. Hein. S'il y a bien le seul mot du pardon, je dirais, pour moi, le pardon, c'est quand l'explication que j'ai du pardon, moi, j'ai écrit un livre là-dessus, mais c'est quand on réalise qu'on n'a rien à pardonner, parce qu'on a tout créé. Et des fois, dans les relations, on entend ça. Je lui pardonnerai jamais, ou je veux qu'il me pardonne, ou je veux qu'il me demande pardon. Mais en fait,
on n'a pas, le pardon, c'est le don qu'on reçoit d'une épreuve. Et dans une relation, quand on est blessé, c'est un don, parce que ce don, il nous amène à aller regarder au plus profond de nous-mêmes. Et donc, nous avons juste, le seul pardon qu'on devrait se faire, finalement, si on devait pardonner à quelqu'un, c'est à nous de croire que nous avons à faire des tas de choses, que nous devons faire 50 ans de thérapie, que nous devons, je ne sais quoi faire en plus pour mériter l'amour de l'autre, des autres. Mais non, à cet instant, chaque personne ici, elle mérite juste d'être aimée avec ce qu'elle est. C'est comme une fleur dans un jardin, il y a des cactus, il y a des marguerites, il y a des tulipes, il y a des mauvaises herbes, je ne sais quoi. Toutes ont leur place dans le jardin de la vie. Et nous tous, nous toutes, nous sommes tous venus, mais vivre ce que nous avions à vivre. Et même si on croit qu'on a fait des erreurs, on a juste appris à vivre. Et donc maintenant, si c'était le moment d'ouvrir enfin cet espace, ce cœur, si c'était le moment d'ouvrir grand les bras et même d'accueillir toutes les facettes de vous que vous n'aimez pas et qui peut-être justement font votre différence. C'est ça aussi qui est beau. Et donc aussi d'accueillir les autres. Et si on pouvait tous se prendre dans les bras, là maintenant, dans un grand E collectif. Et si c'était de ça dont on avait vraiment besoin. Et si c'était pour ça que tu avais créé ce sommet, pour qu'enfin on s'aime et qu'on voit combien on a de la valeur et qu'on n'a pas besoin que les autres nous le prouvent et qu'on n'a pas besoin que quelqu'un nous le dise, qu'on n'a pas besoin que les autres voilà, nous disent qu'on est merveilleux. Et si on pouvait se le dire à soi-même, aujourd'hui, maintenant. Tu es merveilleuse, Mina. Merci, merci. Tu sais, j'ai créé ce sommet pour plein de raisons. Parce que je crois que le temps est venu de s'aimer véritablement. Et pour moi, la relation à l'autre, c'est vraiment une excuse, finalement, pour s'aimer soi-même. Et à deux, c'est très sympa, tout simplement. Et aussi parce que je trouve qu'en ce moment, on est très distrait et que distrait avec tout ce qui se passe à l'extérieur et voilà, et on est en train de donner tout notre pouvoir et en fait, la véritable discussion, si on peut dire, le véritable point, c'est encore ça, moi, la relation avec moi, ce que je parle avec moi, comment ça part de moi, comment je vis tout ça. Et voilà, c'était un appel de que nous pouvons, pour que nous revenons à nous, encore une fois, avec l'excuse, je dis, de la relation. Et oui. merci pour avoir contribué à ce rappel à nous-mêmes, qui est finalement la relation et la relation à l'autre, un magnifique rappel, un beau et un divin rappel. Merci beaucoup, beaucoup. On a encore plus besoin de ça encore en ce moment, c'est clair. Et puis de réaliser combien nous avons du pouvoir de changer notre vie. Ouais. De ne pas attendre que ce soit les autres. Nous avons en nous cette capacité incroyable. En fait, c'est la puissance de l'enracinement et de l'incarnation et de notre cœur, quoi. Et voilà, nous avons vraiment un rôle à jouer en ce moment, nous tous qui sommes sur cette plateforme, pour transmuter la peur. Il n'y a que deux énergies. Il y a la peur qui est l'énergie de contraction. Donc on ferme tout, donc on ne peut plus rien recevoir de l'univers. Et puis l'autre énergie qui est celle de l'amour et de l'expansion. Et en ce moment, vraiment, si nous pouvions tous nous expanser pour recevoir toute cette pluie d'étoiles d'amour qui sans arrêt tombe sur nous. Tout à fait. Et je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin, que nous avons créé un parcours qui s'appelle Amour Conscient. Mina a fait sa contribution avec un atelier de seconde, je l'avais, un atelier qui s'appelle Les clés pour sortir de la dépendance affective, un atelier de 41 minutes pour aller, finalement, la dépendance affective, on l'a parlé hier avec Cristina Marquez et Diane Baron aussi sur l'amour de soi, ça part de tout ça, d'amour de soi. Et donc, voilà, une magnifique opportunité à travers ton atelier d'aller à la rencontre de soi-même.
Et je vous rappelle aussi qu'on se donne tout de suite rendez-vous à 20h pour la conférence de Louise Dolan, des racines qui attachent au lien qu'est l'hiver. Tu as parlé tout à l'heure que nous portons des mémoires, qu'il y a beaucoup de souffrances qui viennent de ce que nous avons vécu dans notre passé, dans notre enfance, mais qu'il y a aussi des liens à guérir. Et c'est justement le sujet de Louise Dolan tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous dans un petit peu plus d'une demi-heure pour continuer cette magnifique rencontre. Et j'aimerais encore insister que ce qui est en train de se passer ici, c'est un soin en soi-même. Donc, soyez présente et vous recevrez, je sentais, hein, ça allait, ça venait, mes cellules vibraient, etc. C'est peut-être à certaines choses qui vous sont familières parce que votre corps se rappelle, votre corps est en train de se rappeler, votre âme est en train de vous passer un message à travers un canal qui s'appelle Minagol et toutes les personnes magnifiques qui sont en train de faire vrai, de vérité cette semaine. Écoutez et notez qu'est-ce qui se passe en moi, à quoi ça me connecte, parce que hier, Mina, le fait d'avoir été dans la conférence, il n'y a pas de prise de conscience que moi, ça m'est arrivé après la conférence et je suis sûre que ça va être le même cas avec la tienne. Notez tout ça, c'est précieux, c'est tout un travail, c'est un parcours que nous sommes en train de faire cette semaine. Soyez présente, donnez-vous ce cadeau. C'est vraiment une opportunité que la vie, que nous sommes en train de créer tous ensemble en réalité. Donc, je vous le dis à tout à l'heure avec Louise Dolan et merci encore, Mina, de ces mots merveilleux, de cette soin d'amour que tu nous as donné pendant cet espace. Merci. À très bientôt. Merci.